Chapitre 112 lu par Elif. De ce qui arriva à Don Quichotte allant à Barcelone. La matinée était fraîche et promettait une égale fraîcheur pour le jour quand Don Quichotte quitta l'hôtellerie après s'être bien informé, d'abord du chemin qui conduisait directement à Barcelone, sans toucher à Saragosse, tant il avait envie de faire mentir ce nouvel historien, qui, disait-on, le traitait si outrageusement. Or il advint qu'en 6 jours entiers, il ne lui arriva rien qui mérite d'être couché par écrit. Au bout de ces 6 jours, s'étant écarté du grand chemin, la nuit le surprit dans un épais bosquet de chênes ou de lièges. Car sur ce point, Sidameth ne garde pas la ponctualité qu'il met en toute chose. Maître et valet descendirent de leurs bêtes. Et Sancho, qui avait fait ce jour-là ses 4 repas, s'étant arrangé contre le tronc d'un arbre, entra d'emblée par la porte du sommeil. Mais Don Quichotte, que ses pensées, plus encore que la faim, tenaient éveillé, ne pouvait fermer les yeux. Au contraire, son imagination le promenait en 1000 endroits différents. Tantôt, il croyait se retrouver dans la caverne de Montesino. Tantôt, il voyait sauter et cabrioler sur sa bourrique Dulcinée transformée en paysanne. Tantôt, il entendait résonner à ses oreilles les paroles du sage Merlin, qui lui rappelaient les conditions qu'il fallait accomplir et les diligences qu'il fallait faire pour le désenchantement de Dulcinée. Il se désespérait en voyant la tiédeur et le peu de charité de son écuyer Sancho, lequel, à ce qu'il croyait, ne s'était encore donné que 5 coups de fouet, nombre bien faible et bien chétif en comparaison de la multitude infinie qui lui restait à se donner. Ces réflexions lui causèrent tant de peine et de dépit qu'il fit en lui-même ce discours. Si le grand Alexandre défie le nœud gordien en disant « Autant vaut couper que détacher », et s'il n'en devint pas moins seigneur universel de toute l'Asie, il n'en arrivera ni plus ni moins à présent pour le désenchantement de Dulcinée, si je fouettais moi-même Sancho malgré lui. En effet, puisque le remède consiste en ce que Sancho reçoive 3000 et tant de coups de fouet, qu'importe s'il se les donne lui-même ou qu'un autre les lui donne, toute la question est qu'il les reçoive, de quelque main qu'il lui arrive. Dans cette pensée, il s'approcha de Sancho, après avoir pris d'abord les rênes de Rocinante, qu'il ajusta de manière à s'en faire un fouet, et il se mit à lui détacher sa seule aiguillette, car l'opinion commune est que Sancho ne portait que celle de devant pour soutenir ses chausses. Mais à peine avait-il commencé cette besogne que Sancho s'éveilla, les yeux grands ouverts, et dit brusquement « Qu'est-ce là? Qui me touche et me déchausse ?» « C'est moi, répondit Don Quichotte, qui viens suppléer à ta négligence, à remédier à mes peines. Je viens te fouetter, Sancho, et acquitter en partie la dette que tu as contractée. Dulcinée périt. Tu vis sans te soucier de rien. Je meurs dans le désespoir. Ainsi, défais tes choses de bonne volonté, car la mienne est de te donner, sans, dans cette solitude, au moins 2000 coups de fouet. Oh, pour cela, non, s'écria Sancho, que votre grâce se tienne tranquille. Sinon, par le Dieu véritable, il y aura du tapage à nous faire entendre des sourds. Les coups de fouet auxquels je me suis obligé doivent être donnés volontairement, et non par force. Maintenant, je n'ai pas envie de me fouetter. Il suffit que je donne à votre grâce ma parole de me flageller et de me chasser les mouches quand l'envie m'en prendra. Je ne puis m'en remettre à ta courtoisie, Sancho, répondit Don Quichotte, car tu es dur de cœur, et quoique vilain, tendre de chair. En parlant ainsi, il s'obstinait à vouloir lui délacer l'aiguillette. Voyant cela, Sancho se leva tout debout, sautant sur son seigneur, le prit à bras-le-corps et lui donna un croc en jambe, le jeta par terre tout de ce long. Puis, il lui mit le genou droit sur la poitrine, et lui prit les mains avec ses mains, de façon à ce qu'il ne les laissait ni remuer ni souffler. Don Quichotte lui criait d'une voix étouffée. « Comment, traître, tu te révoltes contre ton maître et seigneur naturel? Tu t'attaques à celui qui te donne son pain? » « Je ne fais ni ne défais de roi, répondit Sancho.
Mais je m'aide moi-même, moi qui suis mon Seigneur. Que votre grâce me promette de rester tranquille, et qu'il ne sera pas question de me fouetter maintenant. Alors je vous lâche, et vous laisse aller, sinon tu mourras ici, traître ennemi de Donna Sancha. Don Quichotte lui promit ce qu'il exigeait. Il jura, par la vie de ses pensées, qu'il ne le toucherait pas au poil du pourpoint, et le laisserait désormais à sa merci, et à sa volonté le soin de se fouetter quand il le jugera à propos. Sancho se releva, et s'éloigna bien vite à quelque distance. Mais comme il s'appuyait à un arbre, il sentit quelque chose lui toucher la tête. Il leva les mains et rencontra 2 pieds d'homme, chose de soulier. Tremblant de peur, il courut se réfugier contre un autre arbre, où la même chose lui arriva. Alors il appela Don Quichotte en criant au secours. Don Quichotte accourut et lui demanda ce qui lui était arrivé, et ce qui lui faisait peur. Sancho répondit que tous ces arbres étaient pleins de pieds et de jambes d'hommes. Don Quichotte les toucha à tâtons, et comprit sur-le-champ ce que ce pouvait être. Il n'y a pas de quoi te faire peur, Sancho, lui dit-il, car ces jambes et ces pieds que tu touches et ne vois pas sont sans doute ceux de quelques voleurs et bandits qui sont pendus à ces arbres, car c'est ici que la justice, quand elle les prend, a coutume de les prendre par 20 et par 30. Cela m'indique que je dois être près de Barcelone. Ce qui était vrai effectivement, comme il l'avait conjecturé. Au point du jour, ils levèrent les yeux et virent les grappes dont ces arbres étaient chargés. C'étaient des corps de bandits. Cependant, le jour venait de paraître, et si les morts les effrayaient, ils ne furent pas moins épouvantés à la vue d'une quarantaine de bandits vivants, qui tout à coup les entourèrent, leur disant en langue catalane de rester immobiles et de ne pas bouger jusqu'à l'arrivée de leur capitaine. Don Quichotte se trouvait à pied, son cheval sans bride, sa lance appuyée contre un arbre, et finalement sans aucune défense. Il fut réduit à croiser les mains et à baisser la tête, se réservant pour une meilleure occasion. Les bandits accoururent visiter le grison et ne lui laissèrent pas un fétu de ce que renfermaient le bissac et la valise. Bien en pris à Sancho d'avoir mis dans une ceinture de cuir qu'il portait sur le ventre les écus du duc et ceux qu'il portait du pays. Mais toutefois, ces braves gens l'auraient bien fouillé jusqu'à trouver ce qu'ils cachaient entre cuir et chair si leur capitaine ne fût arrivé dans ce moment. C'est un homme de 34 ans environ, robuste, d'une taille élevée, au teint brun, au regard sérieux et assuré. Il montait un puissant cheval et portait sur sa côte de mailles 4 pistolets, de ce qu'on appelle dans le pays pedernales. Il vit que ses écuyers, c'est le nom que se donnent les gens de cette profession, allaient dépouiller Sancho Panza. Il leur commanda de n'en rien faire, et fut aussitôt obéi. Ainsi échappa la ceinture. Il s'étonnait de voir une lance contre un arbre, un écu par terre, un Don Quichotte et Don Quichotte, armés, avec la plus sombre et la plus lamentable figure qu'aurait pu composer la tristesse elle-même. Il s'approcha de lui. « Ne soyez pas si triste, bonhomme, lui dit-il. Vous n'êtes pas tombé dans les mains de quelque barbare aux iris, mais dans celles de Roque Guinard, plus compatissante que cruelle. » « Ma tristesse, répondit Don Quichotte, ne vient pas d'être tombé en ton pouvoir, ô vaillant Roque, dont la renommée n'a point de borne sur la terre. Elle vient de ce que ma négligence a été telle que tes soldats m'aient surpris sans bride à mon cheval, tandis que je suis obligé, suivant l'ordre de la chevalerie errante, où j'ai fait profession de vivre toujours en alerte, et d'être à toute heure la sentinelle de moi-même. Je dois t'apprendre, ô grand Guinard, que s'ils m'eussent trouvé sur mon cheval avec ma lance et mon écu, ils ne seraient pas venus facilement à bout de moi, car je suis Don Quichotte de la Manche.
celui qui a rempli l'univers du bruit de ses exploits. Roqueguinard comprit aussitôt que la maladie de Don Quichotte tenait plus de la folie que de la vaillance. Et bien qu'il l'eût quelquefois entendu nommer, il n'avait jamais cru à la vérité de son histoire, ni pu se persuader qu'une semblable fantaisie s'empara du cœur d'un homme. Ce fut donc une grande joie pour lui de l'avoir rencontré, pour toucher de près ce qu'il avait ouï dire de loin. « Malheureux chevalier, lui dit-il, ne vous désespérez point, et ne tenez pas à mauvaise fortune celle qui vous amène ici. Il se pourrait au contraire qu'en ces rencontres épineuses votre sort fourvoyé retrouvât sa droite ligne, car c'est par des chemins étranges, par des débours inouïs, hors de la prévoyance humaine, que le ciel a coutume de relever les abattus et d'enrichir les pauvres. » Don Quichotte allait lui rendre grâce quand ils entendirent derrière eux un grand bruit, comme celui d'une troupe de chevaux. Ce n'en était pourtant qu'un seul, sur lequel venait à bride, abattu, un jeune homme d'une vingtaine d'années, vêtu d'un pourpoint de damas, vert orné de franges d'or, avec des chausses larges, un chapeau retroussé à la wallonne, des bottes justes et cirées, l'épée, la dague et les éperons dorés, un petit mousquet à la main et 2 pistoles à la ceinture. Roch tourna la tête au bruit et vit ce galant personnage qui lui dit, dès qu'il se fut approché: « Je te cherchais, ô vaillant Roch, pour trouver en toi, sinon un remède, au moins un adoucissement à mes malheurs. Et pour ne pas te tenir davantage en suspens, car je vois bien que tu ne me reconnais pas, je veux te dire qui je suis. Je suis Claudia Jéronima, fille de Simon Forte, ton ami intime et ennemi particulier de Cloquel Torella, qui est aussi le tien, puisqu'il est du parti contraire. Tu sais que ce Torella a un fils, qu'on appelle Don Vincente Torella, ou du moins, qui portait ce nom il n'y a pas 2 heures. Je te dirai, en peu de mots, pour abréger le récit de mes infortunes, celle dont il est à la cause. Il me vit et me fit la cour. Je l'écoutai et le payai de retour en secret de mon père, car il n'est pas une femme, si retirée et si sage qu'elle vive, qui n'ait du temps de rester pour satisfaire ses désirs quand elle s'y laisse emporter. Finalement, il me fit la promesse d'être mon époux, et je lui engageai ma parole d'être à lui, sans que toutefois l'effet suivît nos mutuels serments. Hier, j'appris qu'oubliant ce qu'il me devait, il épousait une autre femme, et que ce matin il allait se rendre aux fiançailles. Cette nouvelle me troubla l'esprit et mit ma patience à bout. Mon père n'étant point à la maison, il me fut facile de prendre cet équipage, et pressant le pas de ce cheval, j'atteignis Don Vincente, à 1 lieue environ d'ici. Là, sans perdre de temps, à lui faire entendre des plaintes ni à recevoir des excuses, je déchargeai sur lui cette carabine, et de plus ces 2 pistolets, lui mettant, à ce que je crois, plus de 2 balles dans le corps, et ouvrant des issues par où mon honneur sortit avec son sang. Je l'ai laissé sur la place, entre les mains de ses valets, qui n'osèrent ou ne purent prendre sa défense. Je viens te chercher pour que tu me fasses passer en France, où j'ai des parents chez qui je pourrais vivre, et te prier aussi de protéger mon père, pour que la nombreuse famille de Don Vincente n'exerce pas sur lui une effroyable vengeance. » Roch, tout surpris de la bonne mine, de l'énergie et de l'étrange aventure de la belle Claudia, lui répondit aussitôt: « Venez, madame, allons voir si votre ennemi est mort. Nous verrons ensuite ce qu'il conviendra de faire. » Don Quichotte écoutait attentivement ce qu'avait dit Claudia et ce que répondait Roqueguinard. « Personne, s'écria-t-il, n'a besoin de se mettre en peine pour défendre cette dame. Qu'on me donne mon cheval et mes armes, et qu'on m'attende ici. J'irai chercher ce chevalier,
et mort ou vif, je lui ferai tenir la parole qu'il a donnée à une si ravissante beauté. Que personne n'en doute, ajouta Sancho, car mon seigneur a la main heureuse en fait de mariage. Il n'y a pas 15 jours qu'il a fait marier un autre homme qui refusait aussi à une autre demoiselle l'accomplissement de sa parole. Et si ce n'eût été que les enchanteurs qui le poursuivent changèrent la véritable figure du jeune homme en celle d'un laquais, à cette heure ci la dite demoiselle aurait cessé de l'être. Guinard, qui avait plus à faire de penser à l'aventure de la belle Claudia qu'aux propos de ses prisonniers, maître et valet, n'entendit ni l'un ni l'autre, et après avoir donné l'ordre à ses écuyers de rendre à Sancho tout ce qu'il lui avait pris sur les crissons, leur commanda de se retirer dans le gîte où ils avaient passé la nuit. Puis il partit au galop avec Claudia pour chercher Don Vincente, blessé ou mort. Ils arrivèrent à l'endroit où Claudia avait rencontré son amant. Mais ils n'y trouvèrent que des taches de sang récemment versées. Étendant la vue de toutes parts, ils aperçurent un groupe d'hommes au sommet d'une colline, et imaginèrent, comme c'était vrai, que ce devrait être Don Vincente, que ses domestiques emportaient, ou morts, ou vifs, pour le panser, ou pour l'enterrer. Ils pressèrent le pas dans le désir de les atteindre, ce qui ne fit pas difficile, car les autres allaient lentement. Ils trouvèrent Don Vincente dans les bras de ces gens, qu'ils suppliaient, d'une voix éteinte, de les laisser mourir en cet endroit, car la douleur qu'il ressentait de ses blessures ne lui permettait pas d'aller plus loin. Roch et Claudia se jetèrent à bas de leurs chevaux et s'approchèrent du moribond. Les valets s'effrayèrent à l'aspect de Guinard, et Claudia se troubla plus encore à la vue de Don Vincente. Moitié attendrie, moitié sévère, elle s'approcha de lui et lui prit la main. « Si tu me l'avais donnée, cette main, dit-elle, suivant notre convention, tu ne serais jamais vu dans cette extrémité. Tu ne te serais jamais vu dans cette extrémité. » Le gentilhomme blessé ouvrit les yeux, que déjà la mort avait presque fermés, et reconnaissant Claudia, il lui dit « Je vois bien, belle et trompée Claudia, que c'est toi qui m'as donné la mort. C'est une peine que ne méritaient point mes désirs, qui jamais, pas plus que mes œuvres, n'ont voulu ni su t'offenser. » « Comment ?» s'écria Claudia. « N'est-il pas vrai que tu allais ce matin épouser Léonora, la fille du riche Balbastro ?»« Oh non, certes, répondit Don Vincente. Ma mauvaise étoile t'a porté cette fausse nouvelle, pour que, dans un transport jaloux, tu m'ôtasses la vie. Mais puisque je la perds et la laisse en tes bras, je tiens mon sort pour fortuné. Afin que tu donnes croyance à mes paroles, serre ma main, et reçois-moi, si tu veux, pour époux. Je n'ai plus à te donner d'autre satisfaction de l'outrage que tu crois avoir reçu de moi. » Claudia lui serra la main, mais son cœur aussi se serra de telle sorte qu'elle tomba évanouie sur la poitrine sanglante de Don Vincente, auquel prit un paroxysme mortel. Roch, plein de trouble, ne savait que faire. Les domestiques coururent chercher de l'eau pour leur jeter au visage, et l'ayant apporté, les en inondèrent aussitôt. Claudia revint à son évanouissement, mais non donc Vincento de son paroxysme. Il y avait laissé la vie, lorsque Claudia le vit sans mouvement, et qu'elle se fût assurée que son époux avait cessé de vivre, elle frappa l'air de ses gémissements, et le ciel de ses plaintes. Elle s'arracha les cheveux, qu'elle livra au vent. Elle déchira son visage de ses propres mains, et donna enfin tous les témoignages de regret et de douleur qu'on pouvait attendre d'un cœur navré. « Ô femme cruelle et inconsidérée, disait-elle, avec quelle facilité tu as exécuté une si horrible pensée. Ô rage de la jalousie,
À quelle fin désespérée tu précipites quiconque te donne accès dans son âme. Oh, mon cher époux, c'est quand tu m'appartenais que le sort impitoyable te mène du lit nuptial à la sépulture. Il y avait tant d'amertume et de désespoir dans les plaintes qu'exhalait Claudia, qu'elles tirèrent des larmes à Roch, dont les yeux n'avaient pas l'habitude d'en verser en aucune occasion. Les domestiques fondaient en larmes, en pleurs. Claudia s'évanouissait à chaque moment, et toute la colline paraissait un champ de tristesse et de malheur. Enfin, Roguinard ordonna aux gens de Don Vincente de porter le corps de ce jeune homme à la maison de son père, qui n'était pas fort loin, pour qu'on lui donnât la sépulture. Claudia dit à Roch qu'elle voulait aller s'enfermer dans un monastère, dont l'une de ses tantes était abbesse, et qu'elle pensait y finir sa vie dans la compagnie d'un meilleur et plus éternel époux. Roch approuva sa sainte résolution. Il offrit de l'accompagner jusqu'où elle voudrait et de protéger son père contre les parents de Don Vincente. Claudia ne voulut en aucune façon accepter son escorte, et le remerciant du mieux qu'elle put de ses offres de service, elle s'éloigna tout éplorée. Les gens de Don Vincente emportèrent son corps, et Roch vint rejoindre ses gens. Telle fut la fin des amours de Claudia Geronima. Mais faut-il s'en étonner, quand ce fut la violence irrésistible d'une aveugle jalousie qui tissa la trame de sa lamentable histoire. Roguinard trouva ses écuyers dans l'endroit où il leur avait ordonné de se rendre, et au milieu d'eux Don Quichotte, qui montait sur Rocinante, leur faisait un sermon pour leur persuader d'abandonner ce genre de vie, non moins dangereux pour l'âme que pour le corps. Mais la plupart étaient des Gascons, gens grossiers, gens de sac et de corde. La harangue de Don Quichotte ne leur entrait pas fort avant. À son arrivée, Roch demanda à Sancho Panza si on lui avait restitué les bijoux et les joyaux que les siens avaient pris sur le grison. « Oui, répondit Sancho, il ne manque plus que 3 mouchoirs de tête qui valaient 3 grandes villes. »« Qu'est-ce que tu dis là, homme » s'écria l'un des bandits présents. « C'est moi qui les ai. Et ils ne valent pas 3 réaux. »« C'est vrai, répondit Don Quichotte, mais mon écuyer les estime autant qu'il l'a dit, en considération de la personne qui me les a donnés. » Roguinard ordonna aussitôt de les rendre, et faisant mettre tous ces gens sur une file, il fit apporter devant eux les habits, les joyaux, l'argent, enfin tout ce qu'on avait volé depuis la dernière répartition. Puis, ayant fait rapidement le calcul estimatif, et prisant en argent, si qu'il ne pouvait se diviser, il partagea le butin entre toute sa compagnie, avec tant de prudence et d'équité, qu'il ne blessa pas en un seul point la justice distributive. Cela fait, et tous se montrant satisfaits et bien récompensés, Roch dit à Don Quichotte : « Si l'on ne gardait pas une telle ponctualité à l'égard de ces gens-là, il ne serait pas possible de vivre avec eux. » Sancho ajouta sur-le-champ : « À ce que je viens de voir ici, la justice est si bonne qu'il est nécessaire de la pratiquer même parmi les voleurs. » Un des écuyers l'entendit, et leva la crosse de son arquebuse, avec laquelle il eût certainement ouvert la tête de Sancho, si Roguinard ne lui eût crié de s'arrêter. Sancho frissonna de tout son corps et fit le ferme propos de ne pas desserrer les dents tant qu'il serait avec ces gens-là. En ce moment arriva l'un des écuyers postés en sentinelle le long des chemins pour épier les gens qui venaient à passer, et aviser son chef de tout ce qui s'offrait. « Seigneur, dit celui-là, non loin d'ici, sur le chemin qui mène à Barcelone, vient une grande troupe de monde. »« As-tu pu reconnaître, répondit Roch, si ce sont ceux qui nous recherchent ou de ceux que nous cherchons. Ce sont ceux que nous recherchons, répliqua l'écuyer. En ce cas, partez vite, partez tous, s'écria Roch, et amenez-les-moi.
bien vite ici, sans ils en échappent aucun. » On obéit, et Roch resta seul avec Don Quichotte et Sancho, attendant ce qu'amèneraient les écuyers. Dans l'intervalle, il dit à Don Quichotte: « Le seigneur Don Quichotte doit trouver nouvelle notre manière de vivre, et nouvelle aussi nos aventures, qui sont en outre toutes périlleuses. Je ne m'étonne point qu'ils en aient cette idée, car réellement, j'en fais l'aveu, il n'y a pas de vie plus inquiète et plus agitée que la nôtre. Ce qui m'y a jeté, ce sont je ne sais quels désirs de vengeance, assez puissants pour troubler les cœurs les plus calmes. Je suis de ma nature compatissant et bien intentionné, mais comme je l'ai dit, l'envie de me venger d'un outre qui m'ait fait renverse si bien toutes mes bonnes inclinations, que je persévère dans cet état, quoique j'en voie toutes les conséquences. Et comme un péché en appelle un autre, et un abîme un autre abîme, les vengeances se sont enchaînées, de manière que je prends à ma charge non seulement les miennes, mais encore celles d'autrui. Cependant, Dieu permet que, tout en me voyant, égaré dans le labyrinthe de mes désordres, je ne me perde pas l'espérance d'en sortir, et d'arriver au port de salut. Don Quichotte fut bien étonné d'entendre Guinard tenir des propos si sensés et si édifiants, car il pensait que parmi des gens dont l'emploi est de voler et d'assassiner sur la grande route, il ne devait se trouver personne qui eût de bon sens et de bons sentiments. « Seigneur Roch, lui dit-il, le commencement de la santé, c'est pour le malade de connaître sa maladie et de vouloir prendre les remèdes qu'ordonne le médecin. Votre grâce est malade. Elle connaît son mal, et le ciel ou Dieu, pour mieux dire, qui est notre médecin, lui appliquera des remèdes qui l'en guériront. Mais ces remèdes, d'ordinaire, ne guérissent que peu à peu et par miracle. D'ailleurs, les pécheurs doués d'esprit sont plus près de s'amender que les simples. Et puisque votre grâce a montré dans ses propos toute sa prudence, il faut avoir bon courage et espérer la guérison de la maladie de votre conscience. Si votre grâce veut abréger le chemin et entrer facilement dans celui de son salut, venez avec moi. Je vous apprendrai à devenir chevalier errant. Dans ce métier, il y a tant de fatigues, tant de privations et de mésaventures à souffrir, que vous n'avez qu'à le prendre pour pénitence, et vous voilà porté dans le ciel. » Roch se mit à rire du conseil de Don Quichotte, auquel, changeant d'entretien, il raconta la tragique aventure de Claudia Jeronima. Sancho en fut touché au fond de l'âme, car il avait trouvé fort de son goût la beauté et la pétulance de la jeune personne. Sur ces entrefaits arrivèrent les écuyers de la prise, comme ils s'appellent. Ils ramènent avec eux 2 gentilshommes à cheval, 2 pèlerins à pied, un carrosse rempli de femmes, avec 6 valets à pied et à cheval qui les accompagnaient, et 2 garçons, muletiers, qui eussent suivi les gentilshommes. Les écuyers mirent cette troupe au milieu de leur rang, et vainqueurs et vaincus gardaient un profond silence, attendant que le grand Roch Guinard commençât de parler. Celui-ci, s'adressant aux gentilshommes, leur demanda ce qu'ils étaient, où ils allaient, et quel argent ils portaient sur eux. L'un d'eux répondit: « Seigneur, nous sommes 2 capitaines d'infanterie espagnols. Nos compagnies sont à Naples. Nous allons nous embarquer sur 4 galères qu'on dit être à Barcelone, avec ordre de faire voile sur la Sicile. Nous portons environ 200 ou 300 écus, ce qui suffit pour ce que nous soyons riches et cheminions contents, car la pauvreté ordinaire des soldats ne permet pas de plus grands trésors. » Roch fit aux pèlerins la même question qu'au capitaine. Ils répondirent qu'ils allaient s'embarquer pour passer à Rome, et qu'entre deux
Entre eux deux, il pouvait avoir une 60aine de réaux. Roch voulut savoir aussi quelles étaient les dames du carrosse, où elles allaient, et quel argent elles portaient. L'un des valets à cheval répondit. C'est madame Donna Guimard de Quinones, femme du régent de l'intendance de Naples, qui vient dans ce carrosse avec une fille encore enfant, une femme de chambre et une duègne. Nous sommes 6 domestiques pour l'accompagner, et l'argent s'élève à 600 écus. De façon, reprit Roqueguinard, que nous avons ici 900 écus et 60 réaux, ces soldats doivent être une 60aine. Voyez ce qui leur revient à chacun, car je suis mauvais calculateur. À ces mots, les brigands élevèrent tous la voix et se mirent à crier. Vive Roqueguinard, qu'il vive de longues années, en dépit des limiers de justice qui ont juré sa perte. Mais les capitaines s'affligèrent. Madame la régente s'attrista, et les pèlerins ne se montrèrent pas fort joyeux, quand ils entendirent tous prononcer la confiscation de leurs biens. Roch les tint ainsi quelques minutes en suspens, mais il ne voulut pas laisser plus longtemps durer leur tristesse, qu'on pouvait déjà reconnaître à une portée d'arquebuse. Il se tourna vers les officiers. « Que vos grâces, seigneur capitaine, leur dit-il, veuillent bien par courtoisie, me prêter 60 écus, et madame la régente 80, pour contenter cette escouade qui m'accompagne, car enfin, ce qu'ils chantent, le curé s'alimente. Ensuite, vous pourrez continuer votre chemin librement et sans encombre avec un sauf-conduit que je vous donnerai, afin que, si vous rencontrez quelques autres de mes escouades qui sont répartis dans ces environs, elles ne fassent aucun mal. Mon intention n'est point de faire tort aux gens de guerre, ni d'offenser aucune femme, surtout celles qui sont de qualité. » Les officiers se confondirent en actions de grâce pour remercier Roch de sa courtoisie et de sa liberté, car à leurs yeux, c'en était une véritable que de leur laisser leur propre argent. Pour Donna Guiomard de Quinones, elle voulut se jeter à bas du carrosse pour baiser les pieds et les mains du grand Roch. Mais il ne voulut pas le permettre. Elle lui demanda pardon, au contraire, du tort qu'il lui avait fait, obligé de céder au devoir impérieux de sa triste profession. Madame la régente donna ordre à l'un de ses domestiques de payer sur le champ les 80 écus mis à sa charge, et les capitaines avaient déjà déboursé leurs 60. Les pèlerins allaient aussi livrer leurs pacotilles, mais Roch leur dit de n'en rien faire, puis se tournant vers les siens. De ces 140 écus, dit-il, il en revient 2 à chacun, et il en reste 20. Qu'on en donne 10 à ces pèlerins, et 10 autres à ce bon écuyer, pour qu'il garde un bon souvenir de cette aventure. On apporta une écritoire et un portefeuille dont Roch était toujours pourvu, et il donna par écrit aux voyageurs un sauf-conduit pour les chefs de ses escouades. Il prit ensuite congé d'eux et les laissa partir dans l'admiration de sa noblesse d'âme, de sa bonne mine, de ses étranges procédés, et le tenant plutôt pour un Alexandre le Grand que pour un brigand reconnu. Un des écuyers dit alors, dans son jargon gascon et catalan, « Notre capitaine vaudrait mieux pour faire... Votre capitaine vaudrait mieux pour faire un moine qu'un bandit. Mais s'il veut dorénavant se montrer libéral, qu'il le soit de son bien et non d'une autre. » Ce peu de mots, le malheureux ne les dit pas, si bas que Roch ne les entendit. Mettant l'épée à la main, il lui fendit la tête presque en 2 parts, et lui dit froidement « Voilà comment je châtie les insolents qui ne savent pas retenir leur langue. » Tout le monde trembla et personne n'osa lui dire un mot, tant il leur imposait d'obéissance et de respect. Roch se mit à l'écart
et écrivit une lettre à l'un de ses amis à Barcelone pour l'informer qu'il avait auprès de lui le fameux Don Quichotte de la Manche, le chevalier errant duquel on racontait tant de merveilles. Et qu'il pouvait bien l'assurer que c'était bien l'homme du monde le plus divertissant et le plus entendu sur toute matière. Il ajoutait que le 4e jour à partir de là, il serait celui de saint Jean-Baptiste. Il le lui ramènerait au milieu de la plage de Barcelone, armé de toutes pièces et monté sur Rocinante, ainsi que son écuyer Sancho, monté sur son âne. Ne manquez pas, disait-il enfin, d'en donner avis à nos amis les Niaraux, pour qu'ils se divertissent du chevalier. J'aurais voulu priver de ce plaisir les Cadelles, leurs ennemis, mais c'est impossible, car les folies sensées de Don Quichotte et les saillies de son écuyer Sancho Panza ne peuvent manquer de donner un égal plaisir à tout le monde. Roch expédia cette lettre par un de ses écuyers, lequel, changeant son costume de bandit en celui d'un laboureur, entra dans Barcelone et remit la lettre à son adresse.